les devs, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de la Minute de Code pour un tout nouvel épisode du Dev Café, le tout nouveau format que je vais vous proposer sur la chaîne YouTube. Le concept est simple, à chaque épisode, nous allons traiter un sujet lié au développement ou à la programmation avec un invité surprise. Dans cet épisode, nous allons aborder le thème suivant, comment apprendre la programmation efficacement. On entend beaucoup de choses sur internet, que ce soit YouTube, Insta, TikTok, entre les puristes qui défendent leur langage et leur framework préféré et ceux qui ne savent pas vraiment par où commencer et où s'orienter. Et ben dans cette vidéo, nous allons te donner toutes les clés pour apprendre efficacement la programmation selon le domaine dans lequel tu veux te spécifier. Et pour cet épisode, nous allons accueillir un invité de marque, beaucoup d'entre vous le connaissent, vous êtes déjà tombé sur un tuto de lui sur YouTube, c'est Graven, un passionné de développement et un créateur hors pair qui partage son savoir avec des milliers de personnes, avec des vidéos claires, accessibles et hyper pratiques, que ce soit pour apprendre un nouveau langage, découvrir des frameworks comme Laravel ou même s'initier à développer des jeux vidéo en 2D avec Python, il est là pour vous guider pas à pas. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à lui si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner à notre chaîne pour être au courant également des dernières sorties de vidéos. Sinon, c'est parti, let's go pour cet épisode du Dev Café. Donc pour cet épisode, nous allons accueillir Graven. Bonjour Graven, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Salut à toi, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc de comment apprendre efficacement la programmation et on va donc s'appuyer sur tes conseils et ton expérience. Et ma première question qui me vient à l'esprit est déjà, quelle est ta première expérience pour ta part en programmation? Alors ma première expérience en programmation, elle remonte à 2013. À l'époque, je jouais beaucoup à Minecraft et je cherchais comment, créer des plugins. Donc, je me suis un peu, documenté, avec, ce qu'il y avait actuellement, sur internet. Donc c'était beaucoup de tutos en anglais, souvent, où la personne elle écrivait juste du code, donc tu recopiais et je me suis dit: «Je vais essayer de reproduire pour essayer d'avoir la même chose», puis, de fouiller, «Ah, il essaye de faire ça comme ça, donc je vais rajouter ça et puis ah on peut faire ça aussi». Et donc en fait en bidouillant j'ai découvert un peu les premières bases de la programmation avec le langage Java initialement. Puis ça a dérivé sur du développement web, puis développement mobile, Python et aujourd'hui voilà je suis plus spécialisé dans le développement mobile. Mais initialement c'était grâce aux jeux vidéo que j'ai eu ce premier point d'entrée. Et pour toi, quel a été le plus gros défi à tes débuts? Alors le premier défi au début, c'est que, comme tu commences débutant, tu vas avoir tout de suite, syndrome Dunning-Kruger, avec la courbe, exponentielle, qui te dit: «Ah voilà, tu découvres un truc, c'est bon, c'est torché, tu sais tout faire». Et finalement, petit à petit, tu te rends compte que, tu connais pas tout et que tu as besoin de te former. Donc ça, c'était le 1er point, c'est que dès les premières semaines, tu apprends plein de trucs d'un coup, donc ça vient s'accumuler, ça vient te faire monter, en compétences, mais aussi en stupidité. Et petit à petit, il y a aussi un autre point, qui est dangereux au départ, c'est que, comme tu es débutant et que tu essayes de demander de l'aide un peu par-ci par-là, et bah, tu vas te mettre face à face avec des personnes qui sont plus expérimentées et qui sont pas forcément bienveillantes avec, les personnes qui débutent. Et donc, forcément, bah, tu vas te mesurer à eux et ils vont peut-être certains t'envoyer balader, alors que c'est pas forcément la bonne approche. D'un côté, bah, quelqu'un qui débute, tu as envie de le guider, pour qu'il fasse les meilleures pratiques, qu'il choisit les meilleurs langages et cetera. De l'autre côté, ça peut le refroidir, ça peut même en dégoûter certains, de la programmation d'avoir tout de suite une personne qui t'impose et qui te met des barrières et un certain cadre. Et ben justement, c'est la question qui revient souvent. En tout cas, moi, je l'ai énormément en live. Je sais pas si de ton côté c'est pareil. Mais entre les puristes, justement, je disais ça en début de vidéo, entre les puristes qui défendent leur langage préféré et leur framework, et ceux qui ne savent pas vraiment s'orienter, pour toi, quel serait le premier langage à apprendre, selon toi? On va dire lié au développement web, parce que il faut rappeler que tout dépend bien sûr du domaine où tu veux te spécifier. Tu vas pas apprendre le même langage pour des jeux vidéo, par exemple, que pour du web, entre guillemets, même si on peut faire des jeux en JavaScript, mais en soi, c'est bien, ces deux domaines sont bien séparés. Pour toi, quels sont le premier langage, les premiers langages à apprendre pour un débutant qui ne connaît rien? On part vraiment de zéro et il veut avoir une première expérience une expérience donc rapide pour pouvoir assimiler les choses rapidement et, euh, et de manière concise. Alors, il y a un site qui est pas mal qui s'appelle roadmap.sh.
Peut-être que certains le connaissent, Mhm. peut-être que tu le connais, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Et Oui, bah, du coup, sur ce je site, connais. on a un peu les spécialités, les grands métiers, parce qu'on parle de, travailler dans l'informatique, mais dans l'informatique, il y a, développeurs, développeuses, cybersécurité, on a ensuite, les métiers plutôt DevOps et enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers dans Mm. l'informatique, beaucoup de métiers aussi dans le développement et dans les branches du développement, encore des sous-métiers. Quand je dis sous-métiers, c'est pas négatif, c'est, des sous-spécialités, on va dire. Donc, ça va Oui, dépendre déjà de bien ça. sûr. Quelqu'un qui veut se lancer dans la création de jeux vidéo et tu lui dis de commencer, par, une techno web, ça a pas forcément de sens, mais ça veut pas dire que c'est inutile. Ça veut dire que c'est, une porte d'entrée comme une autre et de toute façon, s'il s'intéresse à ce domaine de manière sérieuse, il va y venir à la création de jeux. Donc, si je devais donner un nom pour donner un nom, je dirais Python, parce que Python est assez simple à apprendre. La syntaxe, est relativement, lisible, accueillante. Maintenant, c'est pas le plus opti, c'est pas celui avec qui tu pourras tout faire. Tu vas pas créer, le prochain, Overwatch, en 3D avec Python, mais c'est un point d'entrée. Sur des techno web, je dirais plutôt, JavaScript et après, bah, ça emmène à apprendre, du TypeScript et d'autres choses. Mais pour quelqu'un qui débute, ce serait, voilà, soit Python, soit JavaScript. Après, peut-être, des fois, il y a des personnes qui aiment bien le côté, machine, être, heu, au plus proche de la machine et jouer avec la mémoire, les allocations. Et là, commencer avec le C, ça peut être une bonne idée, mais quelqu'un qui a pas forcément cette fibre informatique dès le départ et qui veut commencer à créer des petits programmes sans forcément se prendre la tête, je dirais, ouais, plutôt commencer sur un langage haut niveau comme Python ou peut-être même du JS, ouais. Après, il faut faire attention à l'effet de mode qu'on a au niveau des langages et des frameworks, parce que des fois, tu as un langage qu'on va entendre, on va se dire ah, ça, c'est le Python killer ou c'est le JavaScript killer, ou même dans les frameworks, il y en a beaucoup qui sortent souvent. Et donc, en fait, on peut être tenté de se dire ah, attends, je vais pas apprendre Python, il y a un autre truc qui est mieux qui vient de sortir, bah, je vais aller dedans directement. Et ça, c'est un piège parce qu'un débutant, ce qu'il a peur, ou une débutante, c'est directement de se lancer dans un truc où il sait il va perdre du temps parce qu'il pense que, bah, le temps qu'il va prendre à l'apprendre, bah, c'est du temps qu'il aura perdu parce que ça aura été potentiellement remplacé par la suite. C'est pareil pour les frameworks. Il faut pas avoir peur de ça. Moi, je dis, il faut pas avoir peur d'écrire de la merde au départ, de faire du code qui est pas beau, pour se rendre compte que, il y a des bonnes pratiques et les appliquer. Parce que oui, les personnes puristes sont importantes dans le sens où, si tu as pas une rigueur en informatique, tout le monde code dans tous les sens, il y a aucune règle, c'est n'importe quoi, c'est pas bon. On est dans un métier qui reste sérieux, un métier, technique, donc il faut des règles, il faut des normes, il faut des conventions. Mais un débutant, ou une débutante, faut pas forcément qu'il se plonge là-dedans parce qu'en fait, il va plus s'entourer de complexité au départ, plutôt que de s'amuser à créer des choses avec ses mains. Donc, c'est un peu le syndrome, on va l'appeler le syndrome pâte à modeler. C'est, OK, tu peux commencer à construire la tour de Pise, mais ce serait mieux déjà de commencer par construire une petite maison et être content d'avoir construit la maison et puis après de rajouter une porte, une fenêtre, et cetera. Donc, faut y aller crescendo, je pense, en commençant par des programmes qui soient pas trop compliqués pour pas que ce soit décourageant, mais pas trop facile pour pas qu'on s'ennuie quand on apprend aussi. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que justement, entre théorie, entre pratique, entre tutoriels qu'on peut trouver sur YouTube, qui est devenu une plateforme un peu référentielle au niveau des tutoriels, les bootcamps qu'on peut trouver en ligne, pour toi, qu'est-ce que tu recommanderais le mieux pour un débutant est-ce qu'il peut se lancer dans un bootcamp? Moi, on me demande souvent, par exemple, en live, et je sais pas trop quoi leur répondre à chaque fois, parce que c'est quelque chose que je ne connais pas forcément, mais les bootcamps, moi, me paraît juste pour apprendre, pour ce qu'ils promettent. Ça me paraît juste le temps. Après, tout dépend bien sûr de la personne, de sa capacité à absorber les choses. S'il a une compréhension, une bonne compréhension, une bonne logique, oui, je pense que c'est faisable. Mais moi, je pense que les bootcamps, par exemple, c'est pas donné à tout le monde, en tout cas pas pour des débutants. Toi, pour toi, quel est le format le plus adapté? Est-ce qu'il doit se noyer dans les tutoriels YouTube, sachant que on commence un, on en commence deux, on en commence trois, et puis on peut finir dans cet océan
de tutoriels et être dans une espèce de machine qui tourne en rond. Et on a l'impression de pas évoluer en fin de compte, à force de refaire ce que les autres font. Ou, ou est-ce que tu penses que les cours en ligne c'est mieux, ou les livres par exemple, parce qu'il y a encore les livres sur. Bah alors les livres, le problème c'est que les livres se mettent pas à jour malheureusement. Ils se mettent pas à jour. Les langages quand ils se mettent à jour, on ne trouve pas les mises à jour dedans. Mais pour toi, quel est le meilleur Alors support? déjà pour, rejoindre le truc que tu dis par rapport à la spirale des tutos, c'est vrai que, aujourd'hui, il faut faire vraiment attention à pas bouffer que des tutos. Parce qu'un Mm. tuto, c'est comme une recette de cuisine, tu vas le suivre, OK, tu auras peut-être réussi à faire, le même résultat, le même gâteau que la personne qui a fait le tuto, mais ça veut pas dire qu'après tu es capable de faire un autre gâteau. Donc il faut faire attention à ce syndrome-là. Il y a Graphicart qui a fait à l'A5conf, d'il y a 1 ou 2 ans, 2023, une vidéo, une conférence sur la spirale et les dangers des tutos. Donc je vous invite à aller la voir. Vous tapez spirale tuto graphic art. Je vous Et mettrai le lien. pour répondre à ta question, oui. Non, pardon, je disais, je vous mettrai le lien en description. Ah, nickel. Et pour répondre à ta question, en fait, ça dépend du profil de la personne. Il y a des personnes qui, quand ils apprennent, ont besoin d'être tenus par la main et guidés pas à pas et être félicités à chaque étape de, de la création ou de leur apprentissage. Donc, c'est un peu infantilisant dans l'idée, mais il y en a qui ont besoin de ça et c'est pas une mauvaise chose. Il y a d'autres personnes qui sont en full autonomie. Ça veut dire que eux, tu leur donnes un moteur de recherche, une connexion Internet, ils se démerdent, ils vont fouiller, ils vont apprendre, etc. Et donc, eux, c'est encore un autre format d'apprentissage. Donc, par exemple, quelqu'un qui se dit, moi, j'ai envie d'apprendre la programmation, ok, partons sur les bootcamps, et bah, ça va dépendre de son profil. Donc, je peux pas dire oui ou non pour les bootcamps. Ça dépend vraiment des personnes. Il y a aussi d'autres formats, il y a des écoles où il n'y a pas de formateur et c'est les élèves et les étudiants qui s'entraident entre eux. C'est encore un autre format. Et donc, le mieux, en fait, c'est d'essayer un petit peu tout. Alors, on ne va pas aller s'inscrire dans toutes les écoles et toutes les formations qu'il y a sur la planète Terre, mais essayer de voir, aller aux portes ouvertes, se rendre compte vraiment de est-ce que le format nous correspond. Parce que moi, je donne des cours en école d'informatique. Mhm. Et je vois que même en première année, il y a des personnes de tout niveau, alors qu'ils sont dans la même classe, hein. Mais il y en a qui ont déjà fait 5 ans d'informatique avant parce qu'ils sont vraiment intéressés dedans et tout. Il y en a qui sont en reconversion, il y en a qui viennent juste de s'y intéresser. Et donc, ça crée des écarts de niveau vraiment différents qui ne permettent pas de pouvoir faire un cours homogène avec, voilà, on va tous augmenter dans le même sens, parce qu'il y a forcément des écarts de niveau. Tu fais un cours à une classe, mais c'est quelque chose qui est assez individuel parce que chacun avance à son rythme. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur cet apprentissage-là, il y a beaucoup de gens qui se contentent en fait d'avoir un tuto, un cours, une formation, et qui vont pas aller au-delà. Mais en fait, l'apprentissage doit se faire au-delà de ce qu'on vous donne à manger. Il faut aussi aller essayer de créer ses propres projets. Et il faut sortir du cadre scolaire. Je parle surtout pour la partie formation. Mais imaginez quelqu'un autour de vous, je sais pas, est fleuriste, vous avez quelqu'un dans votre famille qui est fleuriste, et bah peut-être qu'il a un besoin au quotidien et que vous pourriez faire un petit script, je sais pas, en Python ou une petite page web pour l'aider. Et le fait de créer ça, ça va vous forcer à apprendre des nouvelles choses tout en répondant à des besoins réels parce qu'il va vous soumettre ses besoins et tout. Même si au début vous ne vous faites pas payer, bah, ça fait des projets en fait. Et plus vous allez faire de projets, plus vous allez en fait augmenter votre bagage de compétences. Là, par exemple, moi, ça fait depuis 2013 que j'ai commencé à m'intéresser au développement informatique, mais on va dire 2015 que je développe sérieusement. Et ben, ça fait que 1 mois que je me suis mis sérieusement à la partie DevOps, donc tout ce qui est, euh, on va dire, machine, Docker, conteneur, etc. J'ai pas suivi de formation, mais en fait, c'est à force de me faire aider par des personnes, à force de fouiller sur Internet, de demander à l'IA, de regarder des tutos. Et en fait, c'est un mélange. Faut pas juste focaliser sur une seule direction. Faut faire un Mm. mélange. Et à partir de ça, on se crée en fait sa propre expérience, sa propre formation. Ça vient de là, en fait. Je suis Un peu totalement d'accord bavard, avec ça. mais ça répond à la question, je crois. Ah oui, bien sûr. Ok. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais totalement. Mais justement, il y en a beaucoup à qui ça freine ce côté, parce que je pense que
avec l'IA et tout ce qui s'est passé, enfin tout ce qui a évolué ces derniers temps surtout, euh, développeur est devenu un peu un effet de mode entre guillemets pour certains. Et je sais que cette phrase que tu as dit, mais n'ayez pas peur de travailler, même si vous vous faites pas payer, mais au moins on a cette satisfaction de répondre à un besoin et d'avoir trouvé la solution, en tout cas, à un problème qu'on nous a apporté. Mais il y en a beaucoup, ça leur bloque. Ça, parce que bah, ils veulent être payés à tout prix, parce qu'ils pensent que être développeur rapporte, je sais pas, des millions ou je sais pas trop. Ça dépend aussi des profils de chacun. Mais, euh, mais comment justement, quand tu dis trouver des personnes, tu penses que aller démarcher des entreprises, petites entreprises, hein, je parle, euh, et leur demander un besoin qu'ils ont, par exemple, ça serait possible. Il faut répondre à des besoins déjà de son entourage pour avoir ses premiers clients qui vont être en quelque sorte les premiers projets qu'on va faire. Ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout de ne pas se limiter à ce qu'on apprend en cours ou en formation. Et il y en a qui vont juste faire ces quelques projets proposés en formation et ils vont se dire voilà, c'est bon, c'est acquis. Alors que non, il faut aussi créer des projets dans la vie réelle et pas juste ceux qui sont imposés par le centre de formation ou autre chose. Et justement, pour toi, quelles sont les erreurs à pas faire, à surtout pas faire? Par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, par exemple, trop se comparer aux autres lorsqu'on est débutant, c'est quelque chose de mauvais qui peut nous ralentir dans notre apprentissage. Il y a même, par exemple, vouloir tout maîtriser d'un coup et ne pas réussir. Je sais que pour certains, ça peut être quelque chose d'assez frustrant. Ou alors même les bugs en général, puisqu'on rencontre des bugs même confirmés, peu importe le niveau, les bugs, on est tous passés par là. Pourquoi, comment on peut éviter certaines erreurs, dire quelles sont les erreurs à éviter, comment les éviter et comment garder cette motivation. Bah, en fait, le meilleur moyen d'éviter les erreurs, c'est de les faire. Ouais, déjà, Tu vas pouvoir mettre un découpé avec une petite musique de motivation. ouais, Non, mais moi, genre, quand, quand quelqu'un débute et que on va tout de suite lui donner, voilà, ça, tu dois faire ça comme ça et pas autrement. OK, il va l'appliquer mécaniquement, mais il aura peut-être pas compris pourquoi il faut faire ça de cette manière. Alors que s'il avait fait quelque chose, de moins quali dès le départ qui marche, mais que lui il a compris, il va pouvoir par lui-même, aller chercher ces bonnes pratiques. Donc ça, c'est la première chose, c'est ne pas avoir peur de créer des choses, même si tout de suite c'est pas les bonnes pratiques, vous pourrez les apprendre plus tard. Deuxième chose, il faut euh, pour contrebalancer, essayer de s'entourer des bonnes personnes. Donc ça veut dire que pas prendre une seule source d'information, ça je pense que c'est important. On parlait de regarder que des tutos, c'est pas une bonne idée. Surtout que le problème des tutos, tu le disais tout à l'heure, c'est la même chose que les livres en fait. C'est une fois que tu as mis ton tuto en ligne, tu peux pas la modifier la vidéo. Donc on retrouve le même problème. Le seul format où tu peux modifier, c'est un format de tuto écrit où tu peux éditer ou peut-être d'autres petits cas. Donc, il faut faire attention aussi à des choses que vous pouvez apprendre, mais qui vont être dépréciées dans le sens où bah, le code fonctionnera plus, ou c'est plus la meilleure pratique. Alors, comment contrebalancer par rapport à ça, puisque j'ai dit avant qu'on s'en foutait, eh ben, c'est de chercher des exemples de gens qui ont créé des projets. Par exemple, vous avez envie de créer un jeu vidéo, vous allez regarder sur GitHub, l'endroit où se répertorient tous les codes sources des gens qui les partagent à une communauté, etc., pour voir comment ils ont structuré leur projet. Vous allez voir, ah, il a fait un dossier avec les assets, ah, dedans, il l'a découpé comme ça. Et en fait, juste avoir une idée de comment c'est structuré, ça aide à coder bien dès le départ. Donc ça veut dire que déjà, ça peut donner une porte de sortie pour passer du pattern junior au pattern, on va dire, intermédiaire avancé. Ce qui fait passer une personne de débutant d'informatique, programmation à senior, pour moi, ça va être l'autonomie et la faculté à s'auto-former. C'est deux choses qui sont super importantes. Alors moi, ça m'arrive encore de demander de l'aide souvent,
mais dans un cas où je me retrouve totalement bloqué pendant plusieurs jours. Mais les personnes qui débutent, et ça, c'est un conseil que je devrais donner, c'est pas tout de suite passer dans la partie: «Je me fais aider», mais passer dans la partie: «OK, pendant plusieurs jours, je vais m'écraser la tête dessus, je vais essayer plein de techniques et en fait, je vais trouver moi-même, avec mes recherches, la meilleure technique». Que ce soit par la documentation, que ce soit avec, un Stack Overflow que j'ai trouvé. Donc ça, c'est aussi, une chose importante. C'est vrai que la recherche, bah, en fait, c'est un peu la compétence principale un petit peu du développeur. Je sais pas ce que tu en penses, mais savoir débugger et donc savoir faire de bonnes recherches, ça va être un petit peu l'élément clé, entre guillemets. Et faire par tâtonnement, parce qu'en fait, j'ai vu aussi, quand je donne, des cours, que ce soit sur YouTube, sur Discord ou en présentiel, il y a beaucoup de personnes qui débutent, qui veulent tout de suite faire un code, complet, qui marche dès le premier coup. Et ils ont peur de se dire: «Ah, j'ai pas réussi du premier coup», alors que moi, quand je code, des fois, je code vraiment comme un débile. Ça veut dire que, je fais, je sais pas, je récupère une requête avec de la donnée, je fais un print pour voir ce qu'il y a dedans. OK, j'ai tout ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin, dans, ce print? J'ai besoin, de cette donnée-là. OK, je l'ai récupérée, je refais un print. Maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que j'ai besoin? Alors avec ça, je vais faire une nouvelle requête et en fait, faut le faire par tâtonnement parce que ça allège déjà la charge mentale et puis pour quelqu'un qui débute, il va plus réfléchir en micro-étapes que de faire toute une étape. C'est un peu le syndrome des to-do list. Tu fais sur une to-do list, je sais pas, aujourd'hui je dois créer un jeu, bah jamais tu vas le faire ton jeu. Alors si tu découpes ça en premier, je vais collecter les ressources de mon jeu. Ensuite, je vais me créer la fenêtre du jeu. Ensuite, je vais créer le menu. Si tu découpes ça, tu vas avoir plus envie de faire le truc et ça va te paraître plus réalisable que je vais créer un jeu. Est-ce que pour toi, il y a un temps à consacrer quand même par jour à pas dépasser? Ou est-ce qu'on peut faire du 24-24, sachant qu'au bout d'un moment, on tombe, hein. Dans tous les cas, on va tomber de fatigue. Mais est-ce qu'il y a un temps limité à se donner pour ne pas être frustré, pour pas tomber dans cette spirale justement de trop d'informations qui peut démotiver? Vaut mieux faire des micro plus tu vas découper ta to-do list en ton projet en micro-étapes, mieux ce sera. Ça permettra de pouvoir rapidement envoyer ça, sur GitHub et cetera. Et dans un deuxième temps, attention au syndrome de, tu arrives à 13 heures de travail aujourd'hui et là, pendant 2 heures, tu restes bloqué sur un truc. En fait, il faut juste que tu ailles te coucher et le lendemain matin, tu règles ça en 5 minutes. Et combien de fois ça nous est arrivé ça? Bah, je pense qu'aussi, j'ai pas envie de parler en ton nom, mais à beaucoup de personnes, c'est le cas, hein. C'est souvent les tâches qui t'ont paru les plus simples qui vont prendre le plus de temps et les C'est tâches ça, des qui choses en fait te où tu, paraissent les plus lents, les plus, complexes qui, en fait, ont été les plus simples à faire. pour toi, en gros, quel serait le cursus donc au niveau donc des langages et des outils? En fait, le frein qu'on a quand on débute, que j'ai remarqué, c'est qu'on va se décourager vite si on voit pas visuellement un résultat. Et le fait de rester juste avec des prints en console au départ, c'est pas très motivant. Et en fait, la motivation, elle vient avec les projets qu'on a fait. Sauf que si tu t'es démotivé, du coup, tu fais moins de projets, donc tu as encore envie de faire moins de projets, donc tu fais moins de projets, donc tu produis moins et donc tu apprends moins. Donc en fait, des fois, c'est bien de se challenger, sur des trucs, ouais, avec, bah, quelqu'un qui veut faire du web, il va apprendre, HTML et CSS comme, langage de balisage et de feuilles de style. Puis il va passer sur un langage de programmation comme JavaScript et en fait, en mettant bout à bout ces briques d'apprentissage qu'il a fait, il va pouvoir créer sa première page. Au début, ça va être dégueulasse, mais petit à petit, il va apprendre à rajouter des choses et donc oui, en fait, quand je redis, le site roadmap.sa, je pense que c'est le mieux adapté pour voir vers quoi tu dois t'orienter. Mais il y a pas de parcours parfait, on va dire, là-dessus. Moi, j'ai commencé, par faire des plugins et après j'ai appris le Java. Donc, c'était pas du tout la meilleure pratique. Ça veut pas dire pour autant qu'aujourd'hui, je comprends Java. C'est que c'était un parcours différent qui était pas forcément le plus optimisé. Mais si on devait donner un parcours, optimisé aujourd'hui, ouais, je dirais, pour la partie web, on se concentrerait sur les langages web HTML, CSS, JS, et puis après, côté,
De l'autre côté, sur des langages mobiles, tu aurais le Java, tu aurais le Swift et tu aurais, moi je fais du Dart aujourd'hui pour, les applications cross-platform parce que j'aime bien avoir un seul langage qui fait tout. Ça, c'est cool. Que tu pas besoin de repasser, là-dessus. Mais c'est pas le langage le plus simple, j'avoue, pour apprendre non plus. Alors j'ai essayé les 2. Je t'avoue que j'avais fait beaucoup de React à un moment, mais j'ai pas accroché avec React Native. Donc moi je suis full Flutter. Là même, l'application que je suis en train de faire, c'est une application communautaire qui s'appelle, Async, qui va sortir, sur le premier trimestre de l'année, 2025. Et bah, du coup, c'est en Flutter pour la partie mobile et aussi la partie web. Comme ça, moi, ça me permet de garder un contrôle sur mon app et de pas avoir besoin, en fait, de refaire toutes les features que j'ai fait sur mobile et de les recoder entièrement sur, sur un langage web. Et en vrai, j'aurais très bien pu partir sur React Native, c'était pas une mauvaise idée. Ça aurait pu même m'aider dans certains cas, mais je me dis: «Bah, en fait, je maîtrise déjà Flutter pas trop mal et le temps que je vais passer à à switch sur React Native pour voir comment on déploie et cetera, c'est du temps que j'aurais pas, pour produire, mon app. Donc je préfère utiliser mes langages, mes connaissances et aller à l'essentiel que d'apprendre un truc qui serait relativement similaire, mais finalement je me forcerai un peu à l'utiliser parce que pour les clients, j'utilise Flutter. En fait, finalement, on s'en fout de quel langage tu vas choisir. L'important, c'est est-ce que tu es capable de créer un truc avec? C'est ça le plus important. Oui, ça, c'est sûr. Il y a une phrase que j'aime bien dire et ça en énerve certains, alors c'est pas une phrase de moi, mais je sais plus, la source, faudra la retrouver. C'est il y a que 2 types de langages, il y a ceux dont tout le monde dit du mal et ceux que personne n'utilise. Donc ça veut dire que si le langage, il a une doc, il a des trucs, on peut créer des projets avec, bah OK, on peut s'en servir alors. Ça veut pas dire que c'est de la merde. Si c'est de la Ouais, merde, ça c'est veut dire sûr. que tu pourrais même pas faire un print avec. Enfin, voilà. Après, il y a des langages qui sont pas adaptés pour créer des projets et des langages qui sont plus adaptés pour certaines choses. Par exemple, heu, quand tu es une tête dure comme moi et que tu veux créer un jeu et qu'au départ, tu passes une semaine à coder le jeu entièrement, en Python et tu te rends compte qu'en fait, le client, il veut aussi, une version de bureau, un truc en 3D et cetera et bah là, OK, tu pas envie de faire du Unity ou du Unreal, mais tu vas devoir t'y mettre dans tous les cas et ça, en fait, on l'apprend par soi-même. Les autres peuvent recommander, mais il y a que nous qui allons faire ce choix de se diriger vers telle ou telle techno. Moi, par exemple, j'avais pas fait beaucoup de JS jusqu'à présent, mais aujourd'hui, pour mon back-end, bah, je trouve que c'est essentiel. Voilà. Ouais, tu changes aussi tes préférences selon tes besoins. En fin de compte, tout dépend de l'application, des fonctionnalités qu'on veut mettre en place. C'est vrai qu'on entend beaucoup comme je disais tout à l'heure, entre les puristes qui défendent leur langage préféré, qui sont Mais c'est vraiment, normal, c'est normal. Attends, tu as passé 8 ans 8 ans à dev sur un langage. Je dis par exemple, PHP. Allez, je vais faire grincer des dents certains. Tu as passé 8 ans à dev sur du PHP. Tu as créé plein de projets, tu as créé plein de trucs. Quand quelqu'un arrive avec le tout nouveau langage à la mode et te dit ah moi j'utilise ça et tu lui dis ah bah non, il faut que tu fasses du PHP. Et parce qu'en fait, chacun a fait sa propre expérience et tu as envie d'influencer les gens avec l'expérience que tu as faite. Donc tu vas induire volontairement ou involontairement quelqu'un à suivre le même parcours que toi, à prendre les mêmes outils et à faire, voilà, s'il fait pas le même parcours que toi et bah, du coup, c'est pas bon. Mais non, en fait, c'est chacun va faire son parcours. Moi, j'ai passé 5 ans à faire du PHP et bah, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas adapté pour les projets que je voulais faire aujourd'hui. Après, il y a un projet client où je suis repassé sur du WordPress et j'ai manipulé du PHP, pardon. Et bah, du coup, je suis revenu sur du PHP, mais c'est que des outils, en fait. Quand tu as quand tu une boîte à outils, dedans, tu as plein d'outils. Tu vas pas tous t'en servir en même temps, mais ils sont tous utiles à un moment donné. Et à toi de voir à quel moment tu veux t'en servir. Et des fois, je donne un exemple. Tu vas créer un site web et au lieu de faire ton propre CSS, tu vas utiliser un gros framework comme Bootstrap par exemple ou un autre, peu importe, avec 10 000 lignes de CSS, alors que toi, tu as juste besoin de centrer un élément. Ok, c'est c'est bien, tu vas pouvoir utiliser ça, mais c'est un peu comme si tu utilisais une pelleteuse pour cueillir une fleur. Ça marche,
mais tu vas te rendre compte par toi-même que c'est beaucoup trop lourd, c'est overkill, on dit, par rapport aux besoins que tu veux faire. Et ça, il n'y a que à force de faire des projets qu'on s'en rend compte. Par rapport à toi, juste à l'heure d'aujourd'hui, euh, quelle est enfin, pas ta situation, mais plutôt euh, tes activités en ce moment? Qu'est-ce que tu Ah, développes? Enfin, si tu peux en parler, bien sûr, parce que je sais qu'il y a bien des sûr, oui. applications qui peuvent. Alors, j'ai fait quelques missions de freelance ces derniers temps, on va dire au mois de novembre, mais là, en ce moment, depuis début décembre, j'ai créé une nouvelle société qui s'appelle It's Async parce que Mhm. en fait, j'étais en auto-entreprise depuis 2019 et je commençais à avoir pas mal d'activités différentes, de formation, de création de conférences, etc. Et ça commençait à se mélanger dans mon statut. Donc, j'ai créé une nouvelle entité It's Async qui est une Ouais. SASU. Et là-dessus, je vais mettre en 2025 la Synconf, qui est un salon que j'organise en présentiel et en distanciel. Donc la dernière édition, c'était 2023, j'en ai pas fait en 2024. Donc ça, c'est un premier projet. Le deuxième projet que j'ai, c'est mon application Async qui va sortir sur les plateformes, mais aussi en site web. L'idée, c'est de faire une plateforme sur laquelle les gens peuvent partager du contenu, des astuces, et à la fois aussi proposer des conférences, des défis journaliers. Donc ça va mélanger un peu le côté réseau social que tu as sur X, Twitter ou autre, Mhm. avec le côté Aide, Stack Overflow, mélangé à ce qu'on a aussi sur Discord. Et ce sera aussi connecté à mon Discord. Donc par exemple, quelqu'un qui partage, je sais pas, son GitHub pour demander son avis aux gens, ce sera à la fois aussi synchronisé sur l'app et les gens vont pouvoir répondre, proposer des idées, etc. Donc voilà, je suis en train de travailler sur une application communautaire comme ça, qui sera aussi liée à mon salon à Saint-Conf. Ok, cool. Nous allons passer à un petit quiz. Et je vais te poser une vingtaine de questions. Le but, c'est de répondre au tac au tac. Alors, il y aura des questions qui sont bateaux, qui sont exprès, glissées exprès. Et il y a des questions un Voilà, peu plus. c'était pas prévu ça. Alors, c'est sur toi, c'est pour mieux te connaître. C'est sur Ah, tes ça va, ça va. compétences. Donc, normalement, il n'y a pas de piège en soi. Mais il y en a qui sont un peu plus, on va dire, débiles que d'autres. Ok, c'est parti. C'est parti. Tu préfères coder de jour ou coder de nuit? Hmm, hmm, coder de nuit, c'est bien, ouais. Front-end ou back-end? J'aime bien le front. Plutôt café ou thé? Ni l'un ni l'autre. Et JavaScript ou PHP? JS. Mac, Windows ou Linux? Pour les applis mobiles Mac, pour le reste Windows. Tu es plutôt dark mode ou light mode? Euh, Dark mode. Les commentaires en code, c'est essentiel ou pourquoi en mettre? Hmm, Faut en mettre de temps en temps. Projet solo ou travail d'équipe? Solo. 100%. React, Angular ou Vue.js? Hmm, Next. Appli mobile ou site web? Appli mobile. Plaisir ou torture psychologique au niveau du debug? Euh, Parfois torture quand même, hein. Torture, grosse torture. GitHub ou GitLab? GitHub en ce moment. Apprendre par la pratique ou avec des tutos à 2 heures du matin? À la pratique, en regardant des tutos à 2 heures du matin. Non, pratique, pratique. L'intelligence artificielle, outil révolutionnaire ou Skynet en préparation? On peut répondre à une question plus en détail après? Oui, bien sûr. Je peux te faire un monologue là-dessus, c'est pour ça. Code rapide mais sale ou code lent mais digne d'un artiste? Code rapide mais sale pour après l'optimiser. Finir un projet à 80% ou laisser traîner pour toujours? Ouais! Ah, j'ai autant d'abonnés que de cette projet qui meurt, hein, donc il faut les concrétiser à un moment donné et c'est les meilleurs qui tiennent. Tuto YouTube ou documentation qu'on comprend parfois à moitié? Mmh, ChatGPT. Développement de jeux ou d'applications? Application. Si coder était un sport, ce serait plutôt un marathon ou un sprint? Mmh,
pense un sprint quand même. Si tu devais coder un programme qui fait du café, quelle feature bonus tu ajouterais? Bah, un bouton pour transformer ça en jus d'orange parce que j'aime pas le café. Pourquoi pas? Et si tu devais te désigner en un seul mot? Euh, créa- que- Créateur de contenu. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah bravo, t'as réussi à passer les 20. Il y Sauf avait pour plusieurs mots, l'intelligence hein, mais artificielle, mais on va en reparler, je pense. Sur l'intelligence artificielle, qui est on y va. devenue... Hein? On y va, on se lance là-dedans, c'est parti. Allez, doit-on vraiment rentrer dans ce sujet? Non, mais ça va être brief. Ça va être très concis, d'accord? Vas-y, vas-y, je t'en prie. On parlait de boîte à outils tout à l'heure. Ouais. L'intelligence artificielle, c'est juste une nouvelle boîte à outils qui a spawn. Hmm. Ok. Jusque-là, on est plutôt d'accord. Ah oui, largement. Comme toutes les boîtes à outils, il y a des gens qui vont commencer à sortir les outils, à les jeter dans tous les sens pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Et ils vont peut-être trouver un truc qui les intéresse. Hmm. Mais aujourd'hui, je pense pas que ça va remplacer les devs. Je pense que le métier de dev va évoluer dans le sens où on va plus juste pisser du code, écrire bêtement des lignes, mais en fait, on va plus être là en mode chef d'orchestre. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pris un petit crayon à papier. C'est parce que on va donner des ordres à des IA qui vont peut-être nous créer des choses, ok? Mais c'est le rôle du chef d'orchestre de venir assembler le tout. Aujourd'hui, les IA, tu leur donnes, tu lui dis crée-moi un truc, ils vont te donner tous les morceaux, mais après, c'est à toi de mettre en commun, de mettre en bout, de mettre en prod. Et donc, on a besoin encore d'un chef d'orchestre pour créer ça. Je pense que les métiers du développement informatique vont plus se rediriger vers des métiers de prompt engineer, donc des gens qui vont écrire des mots-clés techniques et qui connaissent comment ça marche derrière, que juste des gens qui vont savoir que pour créer une variable, tu fais comme ça, et pour faire un if, tu fais comme ça. Hmm. Donc on va plus se diriger, je pense, vers quelqu'un qui a un gros bagage technique avec plein de mots-clés, ok? Parce que c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est les mots-clés. Hmm. Si tu donnes les bons mots-clés, les deux personnes qui vont faire la même chose, il y en a un qui va donner les bons mots-clés, il va créer une application beaucoup plus complète et qui va aller à l'essentiel, alors que quelqu'un qui connaît pas les bons mots-clés, il va écrire ça avec ses mots du langage normal, naturel, et il va prendre beaucoup plus de temps à créer sa solution. Donc je pense, voilà, plus on va se diriger vers du prompt engineer que vraiment remplacer le métier de dev qui va juste évoluer pour moi. Donc tu dirais plutôt fake news à tous ceux qui disent les développeurs vont disparaître. On entend ça Bah, énormément. c'est cliquable comme titre, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. En fait, il faut nuancer. Le dev qui va juste écrire du code, il va disparaître. Le dev qui va connaître les technos, qui va connaître comment marche une infra, comment marche un truc, il va pouvoir en fait déléguer cette partie éthique qui est chiante parce que en fait écrire du code quand il pense c'est hyper répétitif, c'est hyper chiant. Tu vas C'est recréer les vrai. mêmes composants, recréer les mêmes trucs. L'amusement il se fait à partir du moment où tu obtiens le résultat. Donc si tu vas rapidement sur la partie chiante et que tu passes rapidement au résultat, bah, c'est beaucoup plus gratifiant. Moi, il y a des trucs qui m'ont pris 3 semaines en réel et quand je suis passé sur de l'IA, alors maintenant il y en a plein, j'ai parlé de ChatGPT mais il y en a plein d'autres. Et bah, du coup, tu économises ce temps que tu vas pouvoir déverser autre part pour améliorer un code ou alors rajouter une bonne fonctionnalité qui serait attendue par les gens. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, connais-tu Copy-Coder, l'IA Copy-Coder? Il me semble que c'est cette IA-là. Qui permet de générer carrément des applications à partir Entière. d'une Ouais, maquette. j'ai même entendu une personne qui a connecté un outil du genre sur son Slack, et dès qu'il y a son chef technique qui lui a envoyé une chose à faire, automatiquement l'IA, elle venait récupérer la demande et venait faire les changements, donc le mec il avait rien à faire. Ouais, sympa, le gars. Voilà. Ouais, il a trouvé le bon Mais truc. mis à part, là, tu vois, on est encore dans le côté, c'est les petites mains qui codent. Mais Ouais. derrière, il faut les penser, ces architectures, il faut les faire. Et donc, ça, il faut des personnes techniques. Mais Hmm. voilà, juste, euh, on va plus être dans le rôle d'assembleur. Alors, si l'application, elle s'assemble toute seule, il y aura des métiers encore au-dessus, que ce soit au niveau de la conception, des choix techniques, etc. Et si ça, c'est pris par l'IA, il y aura encore autre chose au-dessus.
Et puis, au pire du pire, il faudra des gens pour créer les IA. Sauf si les IA se créent, mais ça voudrait dire qu'il faut des gens pour réparer les bugs des IA qui se créent. Bon, là, on rentre dans Matrix. Non, là, on commence à rentrer dans. On n'en est pas encore là, mais il faut quand même être curieux, pas se focaliser que sur un langage, que sur une seule techno. Il faut être juste ouvert, s'intéresser à du dev, du web, du design. Et justement, c'est cette curiosité informatique où tu vas toucher un peu de tout qui va permettre de pouvoir après toucher à tout. Ben, c'est la fin du coup de cet épisode. J'espère en tout cas que le contenu vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, mais je pense que c'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à Graven. Et je vous mets bien sûr tous les liens en description. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Merci en tout cas Graven d'avoir accepté l'invitation, d'avoir Merci répondu à pour mes l'invitation. questions, d'avoir joué le jeu. C'est super sympa de ta part. Et on espère du coup te revoir d'ici peu. Merci, ciao tout le monde.